Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Samedi 13 mai 1972, vendredi 13 mai 2016, cela fait 44 ans aujourd'hui que les événements à l'origine de la chute de la Première République a eu lieu. Malgré les menaces à peine voilées des forces de l'ordre au sujet du devoir de mémoire, de ce jour, des irréductibles ont quand même procédé à un dépôt de gerbes sur la place du 13 mai. Les dirigeants d'Air Madagascar seraient-ils en train de privatiser cette société d'État? C'est la question qui se pose suite à la lecture d'un circulaire émis le mois dernier. L'État malgache, le principal actionnaire, recherche d'autres sources de financement pour une capitalisation immédiate. Et un nouvel épisode de retour à la guerre froide, les États-Unis ont inauguré un système antimissile au sud de la Roumanie, un système qui s'inscrit dans le cadre de l'OTAN pour protéger une menace éventuelle de l'Iran. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils, pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot, l'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une samedi 13 mai 1972, vendredi 13 mai 2016, cela fait 44 ans aujourd'hui que les événements à l'origine de la chute de la Première République a eu lieu, malgré les menaces à peine voilées des forces de l'ordre au sujet du devoir de mémoire de ce jour. Des irréductibles ont quand même procédé à un dépôt de gerbes sur la place du 13 mai. Reportage de Angela Koutpassou. Ce sont les vidéos des événements du 13 mai 1972. Ces événements constituent l'apogée d'une longue revendication commencée depuis quelques années auparavant, tant dans la capitale que dans les régions. Ce sont des jeunes lycéens qui se positionnaient contre l'accord de coopération qui était des cerveaux en 1971. Le mouvement a atteint son apogée en 1972, au mois de mai, lorsque des étudiants ont été en fait l'objet d'arrestations et de déportations arbitraires. Le 12 mai 1972, en effet, près de 400 étudiants ont été ramassés, puis envoyés à Nouslav sans autre forme de procès. Le 13 mai 1972, des milliers de manifestants rejoignirent la place du 13 mai pour réclamer la libération des étudiants arrêtés puis envoyés au ban. Les FRS ou forces républicaines de sécurité, postées depuis les ouvertures de l'hôtel de ville Analakeli, ont alors ouvert le feu avec des balles réelles sur la foule. Après des heures d'affrontement, l'hôtel de ville a été barricadé puis incendié. Il y a eu une quarantaine de morts et de nombreux blessés. Tous ces événements ont été à l'origine de la chute de la Première République. Le 15 mai, une grande marche a eu lieu vers le palais présidentiel. Cédant à la pression, le régime a ordonné la libération des étudiants déportés qui étaient de retour dans la capitale le 16 mai. Le 18 mai 1972, le président Philbert Tsranan, alors élu à 98% des voix, le 30 janvier 1972, abdiqua et passa les pleins pouvoirs à un régime militaire dirigé par le général Gabriel Ramanantsoa.
Depuis, les politiciens effectuent un devoir de mémoire envers ceux qui ont lutté pendant cette période. Cette année, la tradition a perduré. Des politiciens ont procédé à un dépôt de gerbes sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Parler aux responsables, puis moi je parlais avec pour que ça puisse aller d'une façon protocolaire, que tout le monde soit sur le rail et puis que ça puisse marcher comme il faut, puis il n'y a pas de dérapage, tout simplement. Vous allez pouvoir commémorer aujourd'hui le 13 mai. Exactement, c'est ce que j'ai demandé, puis il a été d'accord, tout le monde avait bien entendu, ainsi que les journalistes comme quoi, ils sont d'accord à ce qu'on puisse, moi personnellement, donc avec ceux qui seront avec moi, je ne connais pas les autres, mais que l'on puisse déposer les gerbes comme il faut, en souvenir de ceux qui sont morts en 72. Vous étiez un des étudiants qui a été justement déporté. Est-ce que vous pouvez rappeler ces événements? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il s'était passé à l'époque comme quoi nous étions encore en réunion à l'université. Puis c'est de là que nous avons été pris par le service d'ordre. Nous embarquer tout de suite sur le coup de 3h, 4h du matin en direction de Refnumam. Puis après nous sommes atterris à Nusilav, donc au bagne de Madagascar. Et par après, les gens ont réclamé notre retour. Nous sommes revenus par après. Puis voilà. Depuis ce mouvement populaire qui a conduit à la chute d'un régime qui vient d'être réélu, l'histoire constitue un éternel recommencement à Madagascar, à croire que les dirigeants qui se sont succédés n'ont pas pris des leçons du passé. L'histoire se répéta en 1991, en 2002, puis en 2009, en faisant une rétrospective du passé, en analysant le présent et en faisant des projections. Le régime actuel pourrait subir le même sort. Et le régime actuel, à travers la Commission électorale nationale indépendante, se lance dans une campagne de sensibilisation de l'opinion publique concernant l'organisation de la présidentielle en 2018, à travers une communication suite à une visite du coordonnateur et représentant résident du PNUD au programme des Nations Unies pour le développement auprès du président de la CENI. La date de 2018 est tout le temps mise en avant. C'était le cas également suite à la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud récemment. Or, il y a une tendance majoritaire actuellement qui va vers une élection présidentielle anticipée pour enfin dévoiler la vraie aspiration populaire. L'actualité économique, les dirigeants d'Air Madagascar seraient-ils en train de privatiser cette société d'État? C'est la question qui se pose suite à la lecture d'un circulaire émis le mois dernier. L'État malgache, le principal actionnaire, recherche d'autres sources de financement pour une capitalisation immédiate. Reportage de Lily Rabiat. Air Madagascar a privatisé ou bien y aura-t-il ouverture de capital? L'on ne sait plus à quel sein se vouer quand on parle de la situation actuelle de cet ancien fleuron de l'aviation dans l'océan Indien, criblé de près de 2,3 milliards de dettes. Manque de transparence aidant. Le rideau est sur le point de tomber actuellement. En témoigne une circulaire émise par la Direction générale le mois dernier à l'attention de tout le personnel d'Air Madagascar. D'emblée, il a été mentionné que Air Madagascar est à la croisée des chemins. La situation de la compagnie reste critique, mais de réelles perspectives se dessinent enfin. Les négociations engagées par le conseil d'administration et la direction générale pour convaincre nos partenaires stratégiques de nous appuyer sont sur le point d'aboutir. La circulaire révèle enfin que l'État malagasy, notre actionnaire majoritaire, nous a assuré que son soutien dans la recherche des financements qui nous permettront une capitalisation immédiate, la poursuite de nos activités et le respect d'une partie de nos obligations financières. D'ailleurs, ils vont vite en matière de besogne puisque cette démarche a déjà obtenu un avis de non-objection de la part du Fonds monétaire international. Forte de ces appuis et assistée par la Banque mondiale, ont déjà approché des partenaires et des investisseurs potentiels depuis le début du mois. Faute de transparence, aucune communication officielle sur le déroulement et le point de situation de la recherche de partenaires et investisseurs potentiels, comme des transporteurs aériens, banques et investisseurs spécialisés, n'a été faite. Selon les informations reçues, un appel à expression d'intérêt a été lancé il y a quelques semaines. 25 compagnies du secteur en étaient les destinataires, mais Air Austral sort du lot et se positionne en tant que leader. En effet, même si la compagnie aérienne mauricienne ne veut pas pour le moment s'exprimer sur le sujet, et vu sa situation financière encore fragile, elle a l'intention de mettre en place un consortium où elle sera le numéro 1. Son objectif
est qu'avec l'aide d'Air Madagascar, Air Mauritius deviendra la première compagnie aérienne dans la zone océan Indien. Il est à noter que le Chief Executive Officer d'Air Mauritius a déjà rencontré le directeur général d'Air Madagascar il y a quelques semaines. Aucune information n'a filtré de cette rencontre. Quoi qu'il en soit, cette recherche de partenaires et d'investisseurs potentiels débouchera tôt ou tard vers une privatisation de la société. La part d'action de l'État malgache va diminuer, ce qui allègera davantage sa mainmise sur cette société d'État. Une situation qui met en péril l'essence de cette société qui a brillé de mille feux par le passé. Une situation encore inimaginable dans d'autres pays où près des 2/3 des actions sont détenues directement ou indirectement par l'État, si l'on ne cite que le cas mauricien ou éthiopien. Pourtant, les dirigeants ne se battent pas pour la bonne cause. Ils se battent pour la survie d'Air Madagascar et non pour son plein envol. Faut-il rappeler que Madagascar est une île dont les infrastructures routières ne répondent pas aux besoins des citoyens et des touristes et que Air Madagascar constitue le fer de lance du désenclavement de l'île, tant sur le plan humain, matériel que financier? Sans Air Madagascar, qui bat de l'aile, tout projet de développement touristique sont voués à l'échec. Dans le cadre du sommet de la francophonie, les dirigeants rassurent que les routes servant à accueillir ce sommet seront construites à temps. Mais le mot a également été lâché ce jour. L'État a contracté un prêt de 30 millions de dollars au gouvernement chinois, l'État malgache qui a 25 ans pour payer cette dette. Gaëtan Gianslav. L'accueil du sommet de la francophonie fera-t-il plus de bien ou de mal pour le pays? Cette question est toujours d'actualité malgré les diverses sorties médiatiques des différents responsables pour rassurer l'opinion publique, nationale et surtout internationale. Citons à titre d'exemple la construction des routes qui relient la capitale à l'aéroport international d'Ivat, des routes qui nécessitent la bagatelle de 30 millions de dollars, une dette contractée avec le gouvernement chinois. Nous avons besoin d'un fonds d'environ 30 millions de dollars. Je n'ai pas la capacité de parler du taux d'emprunt. C'est du ressort du ministère des Finances et du Budget. Je m'occupe seulement des infrastructures. Je confirme tout simplement qu'il s'agit d'un prêt que l'État malgache a contracté, qu'il doit rembourser pendant cette période. Madagascar doit rembourser cette dette pendant les 25 ans à venir. Certaines dettes ne sont pas encore remboursées alors que les nouvelles s'accumulent. Des dettes endettantes en somme, alors les dirigeants ont crié sur tous les toits que le pays ne va pas s'enliser dans des dettes pour un événement passager, aussi important soit-il. Comme toujours, les paroles et les actes divergent. Quoi qu'il en soit, les responsables de l'organisation du sommet rassurent que les travaux seront terminés d'ici le mois d'octobre. Une descente sur le terrain pour constater de visu l'avancée des travaux a été faite ce jour. Mais également de l'actualité de ce jour, les Sud-Africains ont célébré ce jour le Freedom Day, une journée qui commémore notamment la fin de la domination politique de la minorité blanche sud-africaine. L'ambassade sud-africaine à Madagascar n'a pas manqué à la tradition. Une conférence de presse suivie d'un cocktail a eu lieu ce jour dans les locaux de l'ambassade à Nkoranjan. Reportage. Les Sud-Africains célèbrent ce jour le Freedom Day. L'ambassade sud-africaine à Madagascar n'a pas manqué à cette tradition qui date de 1995. Déclarée fériée par Nelson Mandela, cette journée marque la fin de la domination politique de la minorité blanche sud-africaine. Lors de la célébration de cette journée de la liberté, ce jour, l'ambassadrice de l'Afrique du Sud a donné des leçons de démocratie aux dirigeants. La démocratie n'est pas bien assise, même si des efforts significatifs sont palpables dans un langage diplomatique. Les pratiques politiques sont plus ou moins similaires. La seule différence est que Madagascar vient de sortir d'une crise politique et qu'elle est dans une phase d'apprentissage de la démocratie. On constate actuellement les différents partis politiques se concentrent sur 2018. Toujours d'après l'ambassadrice de l'Afrique du Sud, il appartient aux dirigeants d'instaurer la stabilité politique. La communauté internationale ne fait qu'accompagner la partie malgache dans ses efforts vers la démocratie. Il est à rappeler qu'à travers le Freedom Day, l'Afrique du Sud commémore sa première élection multiraciale qui enterra le régime d'apartheid suite à un oubliable élan populaire et pacifique vers les urnes.
Et un grand rebondissement dans le monde diplomatique et sportif. L'ancienne coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar, Fatma Samoura, vient d'être nommée secrétaire générale de la FIFA ou la Fédération internationale de football association. Âgée de 54 ans, elle est la première femme à occuper ce poste. Elle succède le Français Jérôme Valls qui a été licencié puis suspendu pendant 12 ans par la FIFA. Nous passons aux actualités internationales. Un nouvel épisode de retour à la guerre froide. Les États-Unis ont inauguré un système antimissile au sud de la Roumanie, un système qui s'inscrit dans le cadre de l'OTAN pour protéger une menace éventuelle de l'Iran. Reportage de France 24. Le drapeau américain flotte sur ce bâtiment construit dans un petit village roumain. Il abrite un centre de commandement de batteries de missiles intercepteurs technologie dernier cri, inauguré en grande pompe. Les États-Unis et la Roumanie font l'histoire aujourd'hui en livrant ce système à l'OTAN. Dès le sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet, l'organisation transatlantique prendra la direction du système antimissile. Un système qui, selon l'Alliance, vise uniquement à protéger l'Europe contre l'Iran ou la Corée du Nord. C'est un système de défense. Il ne portera pas atteinte à la stratégie de dissuasion nucléaire de la Russie. Mais l'argument ne convainc pas Moscou. Le gouvernement russe est furieux. Nous continuons à percevoir les activités destructrices des États-Unis et de leurs alliés comme une menace directe à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Nous en tirerons les conséquences, y compris des mesures d'ordre militaires et techniques. La mise en place du système antimissile a été décidée en 2010. Commandé à partir d'une base américaine en Allemagne, il comprend de puissants radars installés au Royaume-Uni et en Turquie, des navires de lancement de missiles dont le port d'attache se trouve en Espagne, ainsi que les batteries antimissiles construites en Roumanie et prochainement en Pologne. Sur le site polonais, les travaux commencent ce vendredi. Et au Brésil, après la destitution de Dilma Rousseff, c'est désormais l'ancien vice-président Michel Temer qui assume la présidence. Mais le centriste est lui aussi visé par l'enquête sur le scandale Petrobras. France 24. Il est désormais le nouvel homme fort du Brésil. Devenu président par intérim, Michel Temer a déjà de grandes ambitions pour son pays. La première d'entre elles, retrouver l'unité nationale, indispensable selon lui pour redresser la situation économique du géant sud-américain. C'est unis que nous pourrons faire face aux défis dans ce moment difficile. Je le répète, il est urgent de pacifier la nation et d'unifier le Brésil. Nous devons au plus vite constituer un gouvernement pour sauver la nation. Michel Temer l'a assuré, il maintiendra les programmes sociaux mis en place par le Parti des travailleurs qui ont permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Pour les partisans de Dilma Rousseff, peu importe les mesures annoncées, l'éviction du pouvoir de leur présidente n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Un gouvernement qui n'a pas été élu démocratiquement n'a pas de légitimité. Le président qui prend aujourd'hui le pouvoir est un président illégitime. Le successeur de Dilma Rousseff a présenté son nouveau gouvernement. 23 ministres et pas la moindre femme. Un manque de diversité qui suscite de nombreuses critiques. C'est un gouvernement d'hommes blancs. C'est assez effrayant. Pour la première fois depuis la dictature militaire, il n'y a aucune femme parmi les ministres. C'est inquiétant et ça peut indiquer une embardée à droite, une embardée vers un gouvernement plus conservateur. Michel Temer souhaite au plus vite rétablir la crédibilité du Brésil sur la scène internationale. Il a donné un premier signal fort à ses partenaires étrangers en nommant Henrique Meirelles au poste de ministre de l'économie. Ancien président de la Banque centrale brésilienne, c'est un adepte des politiques d'austérité. Il aura la lourde tâche de faire repartir l'économie brésilienne qui traverse actuellement sa pire récession depuis les années 30. Mais également dans les actualités internationales, le colonel Azali Assoumani a été élu nouveau président des Comores jeudi. Assoumani a obtenu 2271 voix contre 1308 pour son principal rival, Mohamed Di
Mamadou. Et pour clore ce journal, un rappel des titres samedi 13 mai 1972, vendredi 13 mai 2016. Cela fait 44 ans aujourd'hui que les événements à l'origine de la chute de la Première République a eu lieu et malgré les menaces à peine voilées des forces de l'ordre au sujet du devoir de mémoire de ce jour, des irréductibles ont quand même procédé à un dépôt de gerbes sur la place du 13 mai. Et les dirigeants d'Air Madagascar seraient-ils en train de privatiser cette société d'État? C'est la question qui se pose suite à la lecture d'un circulaire émis le mois dernier. L'État malgache, le principal actionnaire, recherche d'autres sources de financement pour une capitalisation immédiate. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.